Recoucou, nous voilà pour la deuxième partie, car l'histoire, comme je vous ai dit hier, était très longue. Donc, on s'était arrêté au moulin du démon, du moulin de l'enfer. Donc là, je continue l'histoire. Il leur fallut cette fois une longue croisière avant d'arriver à une île qui leur sembla très peuplée. Tous les gens y étaient noirs. Leur peau, leurs vêtements et leur coiffure étaient noirs, et ils ne cessaient de circuler, de pousser des soupirs, de verser des larmes et de tordre les mains, et tout cela sans jamais le moindre arrêt. Le sort décida que le cadet des frères nourriciers irait faire l'éclaireur, et voici qu'aussitôt mêlé à tous ces gens, il éprouva un profond chagrin, et se prit comme les autres à pleurer et à se tordre les mains. Ce que, voyant Meldwin, envoya 2 matelots pour le ramener à bord, mais ils furent incapables de le retrouver parmi ces gens en deuil, tout pareil, et pire encore, ils ne tardèrent pas à se joindre à la foule, à pleurer et à se lamenter comme Meldwin, comme elle. Meldwin fit choix de 4 automnes, auxquels il remit des armes en leur donnant les ordres suivants. Dès que vous serez à terre, enveloppez-vous le visage de vos manteaux, couvrez-vous bien la bouche et le nez pour éviter de respirer leur air du pays. Ne regardez ni à droite ni à gauche, ni à terre ni au ciel. Tenez vos yeux fixés sur vos compagnons jusqu'au moment où vous serez saisis d'eux. Ils suivirent exactement les ordres donnés et ayant rattrapé les 2 marins qui en avaient envoyé chercher le frère nourricier, ils les saisirent et les ramenèrent de force à bord. Quant à l'autre, ils ne purent le découvrir. On demanda aux 2 matelots pourquoi ils s'étaient mis à pleurer et leur seule réponse fut « Nous ne pouvons pas le dire, tout ce que nous savons, c'est que nous fîmes ce que nous voyions faire aux autres. » Après quoi, en dépit qu'il en eussent, Meldwin et ses compagnons laissant derrière eux le second frère nourricier, reprirent leur errance. La nouvelle île, qui ne tarda pas à émerger des flots, offrait à la vue un palais dont la façade était défendue par une chaîne de cuivre où s'approchait une foule de grelots d'argent. Juste devant l'entrée brillait une source qu'enjambait un pont de cristal pour conduire au palais. Ils s'avancèrent vers le pont, mais quand ils commencèrent à vouloir le traverser, chaque fois qu'ils mettaient le pied dessus, ils étaient rejetés en arrière et étendus sur le sol. Ils aperçurent alors une jeune femme de grande beauté qui sortait de la demeure tenant un seau à la main. Se penchant sur le pont, elle en enleva une dalle de cristal et son seau bien rempli d'eau de la fontaine, elle ramena au palais. C'est pour tenir la maison de Meldwin qu'on nous envoie cette jeune femme, s'écria Germain, alors qu'elle était encore sur le seuil. Meldwin, vraiment, se contenta de dire la jeune personne en refermant la porte sur elle. Ils eurent alors l'idée de secouer la chaînette de cuivre qui mit à ébranler tous les grelots d'argent, et leur tintement était si suave et si mélodieux que les voyageurs tombèrent peu à peu dans un tranquille et doux sommeil, qui les tient en repos jusqu'à l'aube. En rouvrant les yeux, ils revirent la même jeune fille, le seau à la main, soulever de nouveau la dalle de cristal, remplit le seau et retourne au palais. C'est pour tenir la maison de Meldwin, répéta Germain, qu'on nous envoie cette jeune dame, cette jeune femme. Merveilleux sont les pouvoirs accordés à Meldwin, fit-elle mystérieusement, en refermant une fois de plus la porte. Ainsi, ne pouvant ni avancer ni reculer, car ils n'avaient pas le courage d'abandonner un si beau palais, ils restèrent là 3 jours, et chaque matin, la jeune fille venait toujours de la même manière puiser de l'eau à la source. Le 4e jour, elle s'avança vers eux, vêtue d'un costume magnifique et splendide. Ses brillants cheveux couleur de blé mûr étaient retenus par une mince couronne d'or, et ses blancs petits pieds étaient serrés dans des souliers de filigrane d'argent.
De ses épaules descendait un manteau blanc attaché par devant par une broche à cabochon étincelant, et sa peau blanche comme la neige était couverte d'un tissu de fine soie blanche. Ah, toi, Meldwin, et à tes compagnons, mon salut bien amical, et elle les appelait tous les uns après les autres par leurs prénoms. À tous un accueil d'amitié, nous savons que vous alliez venir, car il y a longtemps que votre arrivée nous avait été prédite. Elle les conduisit alors dans une grande demeure bâtie sur le bord de la mer, et elle fit tirer le navire à sec sur la plage pentive. Dans la grande salle se trouvaient de nombreuses couches séparées dont elle était destinée à Meldwin tout seul, et chacune des autres à 3 de ces gens. La jeune femme leur partageait un mets qui ressemblait à du fromage. Elle en donna une part à Meldwin et une part 3 fois plus grosse à chaque trio de compagnons. Le goût que chacun d'eux préférait par-dessus tout le monde était le goût qu'ils trouvaient à la part qu'ils avaient reçue. Et elle leur donna à boire l'eau de la fontaine puisée, comme vous le savez, sous le pont de cristal. Elle savait très exactement ce qu'il fallait donner à chacun de nourriture et de boissons pour qu'ils aient eu assez et pas davantage. Voilà la femme qu'il faudrait à Meldwin, firent tous les compagnons. Mais en les entendant, elle sortit son seau à la main. Quand ils furent seuls, les compagnons de Meldwin lui dirent « Devons-nous lui demander de devenir ta femme ? À quoi vous servira de lui demander ?» répondit-il. Le lendemain matin, ils lui dirent « Pourquoi ne restes-tu pas avec nous? Ne veux-tu pas faire amitié avec Meldwin et le prendre pour mari ?» Elle répondit que toutes celles qui vivaient sur cette île avaient reçu défense expresse de se marier avec les fils des hommes. Elle ne pouvait désobéir, n'ayant aucune idée de ce qui pouvait être la transgression ou le péché. Le lendemain, elle les eut servis à son habitude, et qu'ayant reçu leur content de nourriture et de boisson, ils étaient remplis d'une douce joie, et lui répétèrent leurs paroles de la veille. « Demain, répond-elle, vous recevrez réponse à vos questions. » Et elle se retira, les laissant sur leur couche, livrés à leur doux sommeil. En rouvrant les yeux le lendemain matin, ils se retrouvèrent en pleine mer, étendus dans les couchettes de leur navire, et ils se précipitèrent sur le pont, mais n'aperçurent ni femme, ni palais, ni pont de cristal, ni aucune trace de l'île, car on leur avait accordé si doux repos. Ils n'eurent pas besoin d'aller très loin, cette fois pour trouver une autre île de petite dimension, plantée d'arbres nombreux, tantôt isolés, tantôt en bouquets, et sur laquelle était perchée une foule d'oiseaux. En s'avançant, il découvrit un vieillard tout couvert de longs cheveux très épais, et qui lui faisait heureusement un vêtement, car il n'avait point d'autre. Aussitôt débarqués, ils allèrent lui parler. Il demanda à quelle race il appartenait. « Je suis né sur Erin, répond-il. Il y a longtemps, très longtemps, je m'embarquai sur une barquette de peau tendue et pris la mer pour aller en pèlerinage, mais au bout de très peu d'heures, ma barquette tient mal la mer et fit mine de vouloir chavirer. Je revins à terre et pour lester mon bateau, je mis au fond sous mes pieds des mottes de terre gazonnées, coupées dans le pré voisin, et je mis en route. Guidé par Dieu, j'arrivai à cet endroit de la mer, et c'est lui qui assembla dans l'eau pour moi les mottes de terre gazonnées de façon à former une petite île. Au commencement, j'avais juste la place suffisante pour me tenir debout, mais chaque année depuis ce temps, le Seigneur a eu la bonté d'ajouter au pied du sol tout autour de mon île, si bien qu'au cours des siècles, elle a pris la taille que vous lui voyez. De plus, un seul jour de l'année, le soleil fit pousser un arbre unique, et avec le temps, l'île est devenue, comme vous voyez, très boisée. Et moi, j'ai tant vieilli que mon corps est entièrement couvert de mes cheveux blancs, si bien que je n'ai besoin d'aucun autre vêtement. Quant aux oiseaux que vous voyez perchés sur des branches, continua-t-il, ce sont les âmes de mes enfants et de tous mes descendants qui viennent à cette île demeurer avec moi, suivant les mérites de leur mort.
Du sol de l'île, Dieu a fait jaillir une source de bière, et tous les matins les anges m'apportent la moitié d'un gâteau, une tranche de poisson et une coupe de bière, puisée à la source, et le soir la même portion de nourriture et de boisson est répartie à chaque homme et à chaque femme de mon petit peuple. Voilà comment nous vivons ici, comment nous continuons d'y vivre jusqu'à la fin du monde, car c'est ici que nous attendons le jour du jugement. Maldwin et ses compagnons reçurent du vieux pèlerin une hospitalisée de 3 jours et de 3 nuits, et au moment de leur dire adieu, le vieillard leur dit que tout à l'exception d'un seul reverraient leur pays. Après avoir ballotté pendant le long jour sur les flots, ils aperçurent au coin de terre, en approchant du rivage, ils entendirent le mugissement d'un grand soufflet de forge et le bruit de tonnerre que faisaient les marteaux des forgerons, qui, sur une enclume, martelaient une masse de fer forgée au rouge. Aux oreilles de Maldwin, chaque coup retentissait aussi fort que si 12 compagnons avaient du même geste abattu leur marteau. S'approchant avec précaution, ils entendirent la grosse voix des forgerons qui parlaient avec animation. « Approche-t-il » criait l'un. « Chut, silence » faisait un autre. « Et qui sont ces gens » s'écria un troisième. « Ce sont des petits hommes qui viennent à la rame vers notre rivage dans un bateau de pygmées, reprit le premier. En entendant ces mots, Maldwin dit vite aux hommes de l'équipage. Faites nage arrière, mais sans virer le navire. Ramez à l'envers de manière à faire avancer poupe arrière. Comme cela, les géants ne s'apercevront pas que nous battons en retraite. L'équipage obéit et le navire s'éloigna du rivage, suivant l'ordre donné, la poupe en avant. « Sont-ils assez près du bord » demanda le premier forgeron au compagnon qui faisait le guet. « Ils paraissaient immobiles, » répondit l'autre. « Je ne m'aperçois qu'ils s'approchent et ils n'ont pas viré leur petit bateau pour s'en aller. » Au bout de quelques instants, le premier forgeron redemande. « Eh bien, que font-ils maintenant ?»« Je crois qu'ils se retirent, » répond l'homme aux aguets, « car ils sont maintenant un peu plus petits que tout à l'heure. » À ces mots, le premier forgeron sortit de la forge à grande enjambée, énorme géant dégingandé, et tenait à la main, au bout d'une longue pince, une grosse masse de fer incandescente. Puis, descendant en courant sur le rivage, il la lança de toute sa force dans la direction du bateau. Elle plongea dans l'eau, et une brasse de la proue et la mer se mit à siffler, à bouillonner et à se soulever tout autour de l'embarcation, mais les matelots firent force de rame et furent en quelques instants hors de portée du géant, et en pleine mer, ils reprirent leur voyage. Ils se remirent de leur émotion en arrivant sur une île aussi transparente qu'un cristal d'aigue marine. Elle était si calme et si pure qu'on voyait luire au soleil le sable des profondeurs et n'y apercevait ni monstres, ni femmes difformes, ni animaux difformes, ni rochers rugueux, rien que l'eau cristalline, le soleil qui la traversait et le sable qui luisait tout au fond. Toute une longue journée, ils voguèrent sur les eaux pures en admirant sa splendeur et sa beauté. De là, ils pénétrèrent en des parages tout différents. La mer, avec l'apparence d'un nuage diaphane et inconsistant, elle paraissait ni transparente et si peu dense, qu'il semblait au premier regard qu'elle n'eût pas la force de porter la coque de leur embarcation. Plongeant dans l'eau leur regard, ils aperçurent au fond un paysage de beauté où de grandes et jolies maisons se distinguent au milieu des bois et des bosquets. Dans un endroit découvert se dressait un arbre isolé, et au sommet de ses branches, ils aperçurent un animal d'aspect terrible et féroce. Sous les branches paraissait un grand troupeau de bœufs gardé par un pâtre, armé d'une lance et d'une épée, et défendu par un bouclier.
Dès que, levant la tête, il aperçut le monstre en haut de l'arbre, l'homme s'enfuit aussitôt de toutes ses forces. Alors le monde descendit son cou comme un ressort, et dardant sa tête dans le troupeau, plongea ses crans dans les reins du plus puissant bœuf, l'enleva comme une plume dans l'arbre où il était installé, et se mit à devoir de l'avaler en un clin d'œil. Le troupeau tout entier avait détalé dans toutes les directions. Voyant ces faits extraordinaires, Maelduin et ses compagnons furent saisis de terreur, vu le manque de densité d'eau et sa qualité de brume excessivement tenue. Ils redoutaient de ne pouvoir naviguer en passant par-dessus le paysage sous-marin et le monstre qui le terrorisait. Le paysage sous-marin et le monstre qui le terrorisait. Ils eurent beaucoup à peine à éviter ces dangereux parages, mais enfin, habileté des rameurs leur permit de s'esquiver sains et saufs. En arrivant à l'île suivante, ils furent tout étonnés de voir que la mer la dominait de tous côtés, se tenant haute et droite comme un mur. À travers ce mur transparent, les gens de l'île, en voyant nos voyageurs, furent saisis d'une grande agitation et poussèrent des cris de toutes parts. « Les voilà, ils reviennent encore pour nous piller !» Alors les compagnons de Maelduin aperçurent une foule d'hommes et de femmes qui poussaient devant eux avec des cris perçants, de grands troupeaux de chevaux, de vaches et de moutons, une femme par-dessus la crête des vagues essayant de lapider l'équipage avec de grosses noix. Mais elles tombèrent tout sur les lames autour du bateau, et comme elles flottaient, les matelots les repêchèrent et les mirent soigneusement de côté pour s'en nourrir. Quand ils virèrent de bord, les clameurs tombèrent, une voix d'homme cria bien fort. « Où sont-ils maintenant ?» Et une autre voix qui répondit. « Ils sont partis. » La merveille de l'île qui leur apparut ensuite dépassait encore la dernière. Un puissant courant d'eau de mer jaillit des flots sur un point du rivage, montait dans les airs en forme d'arc-en-ciel et retombait sur le rivage opposé de l'autre côté de l'île. Sous cette arche liquide, ils passaient à pied sans être mouillés, et de leur harpon où ils décrochaient, pour ainsi dire, nombre de gros saumons. Beaucoup d'autres et de forte taille tombaient aussi de l'arche liquide, et bien que l'île entière sentait le poisson et que l'on n'arrivait pas à ramasser tous les saumons, tant était grand leur abondance. Du dimanche soir au lundi soir, l'étrange courant ne cessa de s'arquer, sans changer de place, enjambant toute l'île de son arche liquide. Ayant rempli leurs navires jusqu'au bord des plus gros saumons qu'ils purent, trouvèrent les voyageurs bien satisfaisants, reprirent la mer. Leur course fut arrêtée ensuite par la vue d'une immense colonne d'argent qui se dressait dans la mer. Elle avait 8 côtés, mesurant chacun la longueur d'une portée d'aviron. Je vais recommencer le paragraphe. Leur course fut arrêtée ensuite par la vue d'une immense colonne d'argent qui se dressait dans la mer. Elle avait 8 côtés, mesurant chacun la longueur d'une portée d'aviron. C'est bien que la circonférence du pilier était de 8 portées d'aviron. Aucune terre ne se trouvait au pied de la colonne qui sortait toute nue de l'océan illimité. Au plus profond des eaux, l'on ne pouvait apercevoir sa base, et elle était d'une telle hauteur qu'il était impossible d'en distinguer le sommet. De ce sommet invisible jusqu'à la mer, pendait un filet d'argent qui s'ouvrait et s'étendait loin du pilier. Les mailles en étaient si vastes que le navire, toute voile dehors, put en traverser une sans la toucher. À ce moment, du bout de sa lance, Duran frappa la maille et en détacha un assez long morceau. « Ne détruisez pas ce filet !» s'écria Maelduin, « car cette merveille est l'œuvre du géant. » Ce que j'ai fait, répondit Duran, et
en l'honneur de mon Dieu et aussi pour que l'on ajoute plus de créances à nos aventures, je déposerai ce cordon d'argent en offrande sur l'autel d'Armag, si jamais je retourne en Érine. Ce fil d'argent pesait 2 onces et demie, comme le reconnut ensuite les gens d'Armag. À ce moment, du haut de l'invisible pilier descendit une voix forte, claire et joyeuse, mais l'eurent beau tendre l'oreille, ils ne purent distinguer ni ce qu'elle disait, ni même quel langage elle parlait. L'île qu'il relève ensuite était très grande. D'un côté se dressait une noble montagne revêtue de bruyères, et tout le reste de l'île était une grasse prairie. Près du rivage s'élevait un grand palais orné de sculptures et de pierres précieuses et fortifié de hauts remparts qui en faisaient le tour. Aussitôt débarqués, ils s'avancèrent vers le palais et prirent quelque repos sur le banc qui s'allongeait vers la portaine du rempart extérieur. De là, à travers le porche de l'autre muraille, ils aperçurent à l'intérieur de la cour un grand nombre de jeunes filles d'une saisissante beauté. Sur ces entrefaits parut au loin un cavalier qui venait à vive allure dans la direction du palais, et quand il arrivait plus près, le voyageur se rendit compte que c'était une Amazone jeune, belle et richement vêtue. Elle portait un hennin de brillante soie bleue, un manteau de pourpre frangé d'argent tombé de ses épaules. Ses gants étaient brodés de fils d'or et ses pieds étaient joliment serrés dans de fils sandales écarlates. Une des jeunes filles du château accourut pour tenir son cheval pendant qu'elle mettait pied à terre. Elle pénétra ensuite dans le palais. Alors une autre des filles d'honneur s'avança vers Maldwin et ses compagnons et leur dit « Vous êtes les bienvenus. Entrez dans le palais. La reine m'envoie vous inviter et elle vous attend pour vous recevoir. » À la suite de la jeune fille, ils pénétrèrent dans le palais et la reine leur souhaita la bienvenue de la plus aimable façon. Elle les conduisit ensuite dans une grande salle où était dressée une table abondamment servie. Elle les pria de s'asseoir et de prendre leur repas. Un plat de nourriture choisi et un gobelet de cristal plein de vin généreux étaient à la place de Maldwin et devant chaque groupe de 3 compagnons. Se trouvait un seul plat et une seule grande coupe avec une quantité triple de mets et de boissons. Le repas terminé, ils s'en allèrent tous faire la sieste, couchés jusqu'au matin sur des sofas moelleux. Le lendemain, la reine vint trouver Maldwin et ses compagnons et leur adressa la parole en ces termes. « Restez maintenant dans ce pays, ne continuez pas d'errer d'île en île sur la vaste mer. Ici, vieillesse ni maladie ne vous atteindront jamais. Vous demeurerez toujours aussi jeune que vous l'êtes à présent et vous y vivrez à tout jamais une vie de plaisir et d'insouciance. Veuillez nous dire, répondit Maldwin, quel genre de vie nous attendrait ici. » Bien volontiers, répondit la reine. Le bon roi qui naguère régnait sur cette île était mon mari, et les jeunes demoiselles que vous avez vues sont nos enfants. Après un long règne, il vient à mourir, et comme il n'avait laissé aucun fils, c'est moi qui gouverne seule et unique souveraine du pays. Chaque jour, je me rends à la grande plaine au milieu de mon peuple pour rendre la justice. « Vas-tu t'éloigner de nous ce jour même ?» demanda Maldwin. « Il me le faut en effet partir dans un instant pour prononcer plusieurs jugements. Pour vous, vous êtes mes hôtes, restez dans cette maison jusqu'à mon retour dans la soirée, sans vous mettre en souci. » L'hiver commençait. Ils furent heureux de rester dans l'île toute la mauvaise saison. Mais ces 3 mois paraissaient à nos bons compagnons durer autant que 3 années. Ils étaient tourmentés d'un ardent désir de revoir leur terre natale. Au bout de ce temps, l'un d'eux dit à Maldwin, « Nous sommes ici depuis longtemps, pourquoi ne retournons pas dans notre pays ?» « Voilà des paroles qui n'ont ni sens ni raison, » répondit Maldwin, « car chez nous, nous ne trouverons rien que vaille les biens dont nous jouissons ici. »
Cette réponse fut loin de satisfaire ses compagnons, qui se prirent à murmurer de plus en plus fort. Il est clair, disent-ils, entre eux que Baldwin aime la reine, les choses étant ce qu'elles sont. Libre à lui de rester ici, mais nous voulons retourner dans notre pays natal. Saisi de la question, Baldwin ne voulut pas consentir à rester sans eux, et il déclara que la même marée les emmènerait tous ou personne. Un certain jour donc, peu après cette résolution, dès que la reine fut partie dans la grande plaine pour y rendre la justice, ils affrétèrent leurs bacs et mirent à la mer. Il n'était encore qu'à peu de brasses du rivage quand la reine y apparut sur sa blanche acnée, et voyant de quoi il s'agissait, elle s'en fut au palais pour reparaître au bout d'un instant tenant la main une pelote de fil. Descendant à pied jusqu'à l'extrême bord de l'eau, elles lancèrent la pelote vers le navire en tenant fermement le bout du fil. Baldwin attrapa la pelote au vol et la tint serrée dans sa main, et la reine, en tirant doucement sur le fil, ramena la barque dans le petit port. Alors elle fut promettre que si jamais pareille chose survenait, un des compagnons se tiendrait toujours dans le bateau pour attraper la pelote royale. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les voyageurs restèrent 9 mois de plus. Ils firent plusieurs tentatives d'évasion, mais par le moyen de sa pelote magique, elle les ramenait toujours au rivage, car Baldwin ne manquait jamais d'attraper la pelote au vol. Perdant patience, les hommes tinrent entre eux un conseil. Il est maintenant certain que Baldwin ne désire pas quitter l'île, car il a pour la reine un grand amour, et vous voyez comme chaque fois il rattrape au vol la pelote et nous ramène au palais. Baldwin réplique: la prochaine fois, je vous promets de rester assis à la barre. Il sera bon que l'un de vous reste debout pour recevoir la pelote et voir si elle s'attache à la main comme la mienne. Elles tombèrent d'accord, et saisissant la première occasion, ils mirent une fois de plus à la mer. À son habitude, la reine surgit alors qu'il était encore tout près, leur lança une pelote. Un homme de l'équipage la saisit, et elle s'agrippa à ses doigts aussi fortement qu'à ceux de Baldwin, et la reine se mit à halter la barque vers elle. Mais alors Durian, tirant son épée, fit sauter en l'air la main du matelot, laquelle tomba à l'eau avec la pelote, et les hommes, se courbant allègrement sur leur aviron, reprirent leur voyage en pleine mer. À cette vue, la reine se mit à pleurer et à se lamenter, à se tordre les mains de douleur, et ses filles l'entourèrent toutes pleurant, si bien que la cour du palais résonnait de lamentations. Baldwin et ses compagnons y fermèrent leurs oreilles et leur cœur, et bientôt, en plein océan, ils retrouvèrent leur calme et leur liberté. L'île qui les accueillit ensuite était couverte de nombreux arbres. Ils ressemblaient assez à des coudriers, chargés de fruits très pareils à de grosses pommes, à la différence toutefois que leur peau était rude comme une écorce. Les matelots recueillirent tous les fruits d'un petit arbre où l'on tira au sort pour savoir lequel d'entre eux y goûterait. Le sort tomba sur Baldwin, et il en exprima le jus dans sa tasse et le but. Cette boisson le jeta dans un sommeil si profond que le dormeur semblait être dans un transe sans le moindre signe de respiration et de lèvres couverts d'une écume cramoisie. Pendant 24 heures, personne ne put dire si le chef était mort ou vivant. Quand Baldwin s'éveilla le lendemain, il recommanda à l'équipage de cueillir autant de fruits qu'il en pourrait emporter, car le monde entier, leur assurait-il, ne pouvait produire rien qui approchât une saveur aussi délicieuse. Du jus de ces pommes merveilleuses, ils remplirent tous les vases dont ils pouvaient disposer, et ils se mirent à en consommer régulièrement, mais en ayant soin de mêler à la liqueur une grande quantité d'eau pour en atténuer la force. 2 fois plus grande était l'île qu'ils visitèrent. Après, d'un côté croisait un bois d'ifs et de grands chênes, et l'autre consistait à une plaine herbeuse au centre de laquelle luisait un petit lac. À peu de distance se dressait une maison de noble apparence, dans le voisinage d'une petite église, et dans toute île pesaient de nombreux troupeaux de moutons.
Les voyageurs allèrent droit à l'église où ils trouvèrent un ermite, les cheveux et la barbe blancs de neige et pourtant un autre indice d'un âge avancé. Melduin lui demanda qui il était et d'où il était venu. « Je suis, répond-il, un des 15 marins qui, suivant l'exemple de notre maître Branda de Bira, partirent en pèlerinage sur le vaste océan. Après avoir erré longtemps, nous nous installâmes sur cette île où mes compagnons finirent par mourir les uns après les autres, et de ceux qui étaient venus, je suis maintenant le dernier. » Le vieux pèlerin leur montra alors sa sainte besace de Branda que ses compagnons lui avaient emportée comme relique. Melduin la baisa dévotement et tous les autres s'inclinèrent pour la vénérer. L'ermite ajouta qu'il avait loisir d'utiliser les moutons et les autres produits de l'île pour leur nourriture, mais à condition de ne rien gaspiller. Un jour, assis sur une colline et leur regard tourné à leur habitude vers la mer, ils s'aperçurent soudain ce qui prit tout d'abord pour un nuage sombre qui venant du sud-ouest. Ils le suivirent des yeux dans sa course et finirent par y reconnaître avec stupéfaction un oiseau géant dont ils purent bientôt distinguer le lent et lourd battement d'ailes. L'oiseau se posa sur un coteau avoisinant le lac et nos voyageurs n'en conçurent pas une mince alarme, car il était si gigantesque qu'il pouvait les saisir dans ses serres et les emporter par-dessus les flots. Aussi se cachèrent-ils sous les arbres et dans les fissures des rochers, mais sans jamais perdre de vue l'oiseau dont ils suivaient étroitement tous les mouvements. Il paraissait très vieux. Dans une patte, il tenait une branche d'arbre qu'il avait apportée et qui était plus grande et plus lourde que le chêne le plus développé du pays. Outre des feuilles encore vertes, cet arbre était chargé de grappes d'un fruit rouge et juteux, pareil à ces raisins de grosseur anormale. Après avoir pris assez de repos, l'oiseau s'est mis à manger les fruits qu'il avait ainsi apportés. Après avoir guetté quelque temps encore, Melduin, avec 1000 précautions, s'aventura sur le coteau pour voir si le volatile avait de mauvaises intentions. L'oiseau ne montrant aucun signe de mauvaise disposition, les autres s'enhardirent peu à peu à suivre leur chef. L'équipage tout entier s'avança maintenant encore dans la direction de l'oiseau avec Melduin en tête et tous tenant leur bouclier levé, l'oiseau ne bougeant point. L'un des hommes sur l'ordre de Melduin s'approchant de la broche aux fruits bizarres et cueillit quelques-unes des grappes. L'oiseau de ce côté continua de manger les gros grains sans prêter à nouvelle arrivée la moindre attention. Le soir du même jour, du point de l'horizon d'où était sorti le premier oiseau, il en aperçut deux autres tout aussi énormes et qui s'approchèrent lentement à tire-d'aile. De la hauteur considérable, ils planaient et se laissèrent tomber et se posèrent sur le même coteau de chaque côté de l'oiseau venu dans la matinée. Ils étaient visiblement beaucoup plus jeunes que lui et malgré cela paraissaient accablés de fatigue. Après un long repos, ils secouèrent leur plumage et se mirent à faire de leur bec la toilette du vieil oiseau. Sur le corps, les ailes et la tête, lui arrachant des plumes flétries et lissant de leur mieux les plumes saines. Cela terminé, les 3 oiseaux cueillirent sur la branche apportée des grappes abondantes et firent un bon repas. Le lendemain matin, les 2 nouveaux venus se mirent à faire la toilette du vieil oiseau et cela jusqu'à midi. Alors ils recommencèrent à manger les gros baies rouges en jetant les noyaux et la pulpe grossière dans le lac, qui bientôt rougit comme une cuvée de vendange. Puis le vieil oiseau plongea dans l'eau rougie et y resta à s'ébattre jusqu'au soir. Alors il revint se percher sur le coteau, mais en prenant bien soin de ne pas se souiller au contact de ses vieilles plumes tombées. Le matin du 3e jour, les 2 jeunes recommencèrent la toilette de l'ancien, et cette fois-ci avec un soin et une minutie nouvelle. Lissant les plumes et les arrangeant en ligne bien parallèles et en touffes soyeuses. Ils travaillèrent ainsi jusqu'à midi.
Alors, après un moment de repos, ils ouvrirent toutes grandes leurs ailes et prirent leur essor rapide vers le sud-ouest, où ils ne tardèrent pas à disparaître. Resté seul, le vieil oiseau prit encore soin d'achever sa toilette jusqu'à l'approche du soir. Alors, secouant ses ailes, il s'éleva dans les airs et fit 3 fois le tour de l'île comme pour essayer ses forces. Il avait perdu toutes les apparences de la vieillesse. Ses plumes étaient serrées et brillantes, sa tête droite, son œil étincelant et son vol révélait autant de puissance et de sérénité que celui des 2 autres. Se pesant une dernière fois sur le coteau, il goûta lui aussi un léger repos, puis reprit son vol et se dirigeant sur la pointe de l'horizon d'où il était venu, il s'évanouit au loin et les voyageurs le perdirent de vue. Il parut évident que l'esprit de Maelduin et de ses compagnons de cet oiseau avaient bénéficié d'un renouveau de jeunesse suivant le mot du prophète qui dit « Ta jeunesse aura du renouveau comme celle de l'aigle. » Dorian admit cette merveille, dit à ses compagnons « Baignons-nous aussi dans le lac et comme l'oiseau nous y gagnerons un regain de jeunesse. » Mais certains répliquèrent « Non point, car l'oiseau a laissé dans ses eaux le poison de la vieillesse et de sa décrépitude. » Durad n'en voulut pas moindre faire à sa tête que ses compagnons suivirent son exemple ou non. Ils plongèrent dans le lac, il nagea quelque temps, puis ils prirent dans sa bouche un peu de cette eau pour se rincer les dents. Il alla même jusqu'à en avaler quelques gorgées, alors il sortit de l'eau parfaitement sain et sauf, et il resta toute sa vie en excellente santé, sans jamais perdre une dent, ni voir blanchir un seul de ses cheveux, sans être atteint de la moindre maladie, ni souffrir de la plus petite faiblesse corporelle, mais aucun de ses compagnons n'osa courir la même aventure. Après quelques semaines, les voyageurs arrimèrent dans leur barque une forte quantité de viande de mouton, et après avoir dit adieu au vénérable clerc, ils repartirent une fois de plus sur la plaine de l'océan. Elle est très longue. Hein. C'est bientôt fini. Ils relâchèrent ensuite dans une île qui se présentait comme une vaste plaine. Elle était peuplée d'une foule de gens qui se livraient à divers jeux, qui riaient constamment. À une habitude, les voyageurs tirèrent au sort pour savoir qui ferait l'éclaireur, et le sœur désigna le 3e frère nourricier de Maelduin. Il n'eut pas plus tôt abordé et ne fut pas plus tôt mêlé aux insulaires qu'il se mit à jouer avec eux et à prendre sa part de leur rire comme il avait passé au milieu d'eux toute sa vie. Ses compagnons l'entendirent en vain pendant très longtemps, mais ils n'eurent pas le courage de s'aventurer à terre pour aller chercher, et les jours et les semaines passant, comme il ne semblait pas y avoir d'espoir de le voir venir, ils l'abandonnèrent à son sort et mirent à la voile. Leur escale suivante fut une île petite et entourée de tous côtés d'un haut rempart de feu, et ce rempart tournait constamment autour de l'île. À un certain endroit, il était fendu d'une large brèche, et quand ils arrivaient dans sa direction, qu'elle se trouva juste en face d'eux, ils pouvaient au travers apercevoir l'ensemble de l'île et ce qu'elle contenait. Et voici ce qu'ils virent. Un grand nombre de personnes revêtues de lumière et de beauté, dont les riches vêtements étaient radieux et qui banquetaient en liesse, vidant des coupes d'or rouge. Les voyageurs s'isant parfois les échos de leur hymne de joie, et ils furent saisis d'émerveillement et d'une gaieté communicative au spectacle de tout le bonheur qui leur était révélé, mais ils ne s'aventurent pas à franchir la ceinture de feu. À quelques journées de là, ils aperçurent à longue distance vers le sud un objet qu'ils prirent tout d'abord pour un gros oiseau blanc posé sur la mer et obéissant au rythme des vagues. Puis en mettant le cap sur ce point, découvrit en s'approchant que c'était un homme. Il était très âgé, si âgé qu'il était tout couvert de longs cheveux blancs qui poussaient sur tout son corps. Réfugié sur une large rocher dénué, il ne cessait de se jeter à genoux et de lancer au ciel ses invocations.
Quand il reconnut que c'était un saint homme, ils lui demandèrent sa bénédiction, après quoi ils s'enquirent de son origine et de ses aventures. En réponse, le vieillard leur fit le récit suivant. Je naquis dans l'île de Tori, au large de Dongal. Quand j'arrivai à l'âge d'homme, je fus le cuisinier des frères du monastère et un cuisinier plein de vilenie. Tous les jours, je vendais une partie des vivres qui m'étaient confiés et en secret, avec cet argent, j'achetais maintes friandises. Pire encore, je pratiquais des passages souterrains pour pénétrer dans l'église et dans les maisons qui en dépendaient, de sorte que de temps en temps, j'en pus voler des quantités de vêtements brochés d'or, de reliures, de livres ornés d'airain et d'autres objets sacrés sertis de pierres précieuses. Je ne tardai pas à m'enrichir et pus remplir mes chambres de riches lits de repos tendus d'étoffes de toutes couleurs de laine ou de linon, et j'accumulai les chaudrons de cuivre jaune, les broches et les brassards d'or. En fait d'ameublement et de décoration, je possédais tout ce que peut avoir un homme de haut rang, et j'en conçus une grande fierté et une forte outrecuidance. Un jour, on m'envoya creuser la fosse d'un paysan qui, de la grande terre, avait voulu se faire enterrer dans l'île Sainte. J'allai au petit cimetière choisir l'endroit voulu, mais je n'eus pas plutôt planté ma pioche dans le sol que de dessous mes pieds, du fond de la terre, sortit une voix profonde. Ne creuse pas cette fosse. Je m'arrêtai un moment ébahi, puis retrouvant mon calme, oubliant les mots mystérieux, je me remis à creuser le sol. Aussitôt, la même voix encore plus nette que tout à l'heure répéta. Ne creuse pas cette fosse, je suis une benoîte, et sainte personne mon corps est tout amaigri de privation et tout léger. Ne viens pas mettre sur moi la lourde dépouille engraissée de ce vieux pécheur. Dans l'excès de mon orgueil et de mon obstination, je répliquai, c'est bien mon intention de creuser cette fosse et d'y enterrer ce corps sur tes vieux os. Si tu fais cette abomination, la chair se dressera sur tes os, elle s'écaillera et tu mourras pour être jeté en enfer au bout de 3 jours. Et en plus, le corps que tu veux m'imposer ne restera pas où tu l'auras mis. Et que me donnes-tu, demandai-je, si tu me mets pas le cadavre sur ton corps? Au ciel, fut la réponse, la vie éternelle. Quelle assurance peux-tu m'en donner? Insistai-je, et la voix répondit. C'est dans l'argile que tu creuses la fosse. Observe bien ce que tu vas devenir. Cette argile, et tu douteras plus de la vérité de ce que j'avance. Tu comprendras que mes paroles se réaliseront et que même si tu l'essayes encore, tu ne pourras enterrer cet homme sur ma personne. En ces mots, tout l'argile que je piochais se transforma sous mes yeux en une masse de sable blanc. Voyant ce prodige, j'emportai le cadavre et l'enterrai ailleurs. À ce moment-là, je me fis faire une barque à la mode du pays, toute couverte de peaux de bête, peinte en rouge, et j'enfilaissai sur la mer, en suivant les rivages et en poussant jusqu'aux îles. Je fus si enchanté du spectacle des terres et de la mer que je résolus de vivre tout à fait dans mon bateau pendant quelque temps, et j'apportais à bord tous mes trésors, coupes d'argent, bracelets d'or, anarpes en feston de métal et tous mes chers objets de plus grand au plus petit. Mon plaisir fut d'abord intense, tant que l'air resta pur et la mer unie. Mais un jour, le vent soudain fraîchit, et une brusque tempête me chança en pleine mer, me faisant perdre la vue, tout point de repère, si bien que je ne pouvais savoir dans quelle direction dériver mon bateau. La rafale fit par tomber une brise douce lui succéda. La mer remplit son calme, et ma barque se remit à voguer, bercée d'un mouvement aussi tranquille et agréable que de vent. Soudain, j'eus le sentiment que, malgré le souffle de la brise, mon embarcation cessait de se mouvoir, et me mettant debout pour en découvrir la cause, j'aperçus non sans témoin un vieillard qui se tenait en quelques brasses assis sur la crête d'une vague. Il m'adressa la parole, et chose étrange, je reconnus sa voix sans pouvoir sur le moment me rappeler où je l'avais entendue. Grandement ému, je me mis à trembler sans savoir pourquoi. « Où vois-tu » demanda-t-il.
Je l'ignore, répliquai-je. Tout ce que je sais, c'est que le doux mouvement de ma barque sur les vagues me cause le plus grand plaisir. Ton plaisir cesserait, repartit le vieillard, si tu pouvais voir les troupes qui en ce moment même te cernent de toutes parts. De quelle troupe veux-tu donc me parler, demandai-je, et il reprit tout l'espace qui l'entoure jusqu'à la ligne où la mer rejoint le ciel, et vers le haut jusqu'aux nuages, est rempli d'une multitude de démons qui viennent te demander des comptes pour ton avarice, ton orgueil et toutes la séquelle de tes autres vices et les autres crimes. Et il demanda, sais-tu pourquoi ta marque s'est arrêtée? Non, répondis-je, il l'arrêta. C'est moi qui l'ai arrêtée, et elle ne bougera pas de ce point fixe tant que tu n'auras pas promis d'accomplir de point en point tout ce que je vais te prescrire. Je répliquai que ces demandes ne seraient peut-être pas en mon pouvoir. Elles le seront, répond-il, et si tu me refuses, les tourments de l'enfer seront ton salaire et ton destin. S'approchant alors tout près de moi, il posa ses mains sur mes épaules et me fit jurer de faire ce qu'il me demandait. Ce que je te demande, c'est sur l'heure de jeter à la mer tous ces trésors mal acquis, et je vois ici entassés. Cela me porta un coup et je répliquai. Cette grande pitié que soient perdues toutes ces choses précieuses. Elles ne seront pas perdues pour tout le monde. Je veillerai à ce que l'on vienne les recueillir sans plus tarder. Obéis. Ainsi bien à contre-cœur, je jetai par-dessus bord tous mes chers objets de prix et de beauté, en ne gardant pour boire qu'une petite coupe de bois. Maintenant, dit le vieil homme, tu vas continuer ton voyage, et sur le premier coin de terre ferme que tu heurteras ta proue, tu devras t'y arrêter. En guise de vivre, il me donna 7 gâteaux de gruau, d'avoine et une coupe de petit lait aigre. Alors ma barque se reprit à voguer et je perdis bientôt le vieillard de vue. Tout aussitôt, je me rappelai que sa voix était la voix qui était sortie de la terre quand j'avais voulu creuser la fosse mal choisie. Je fus si atterré de cette découverte et si bouleversé à la pensée de ma richesse engloutie que je rejetai mes avirons et m'abonnai aux caprices du vent et des courants sans plus me soucier de ce qu'il adviendrait de moi. Pendant des heures et des jours, je fus ballotté au gré de flots sans savoir où j'allais. Enfin, il sembla que ma barque avait cessé de se mouvoir. J'aperçus tout près un petit rocher plat, à peine plus haut que le niveau de la mer, et sur les bords duquel les flots rieurs venaient doucement se briser. Dès que j'eus posé le pied sur le roc, les vagues semblèrent s'en écarter, et l'îlot s'éleva au-dessus de la mer, tandis que ma barque, entraînée par le courant, ne tardait pas à disparaître à tout jamais. Depuis ce temps jusqu'à l'heure présente, ce rocher a été mon asile. Pendant les 7 premières années, je vécus grâce aux 7 gâteaux que le vieillard m'avait remis et à la coupe de petit lait. Mes gâteaux terminés, je jeûnai 3 jours durant, n'ayant que le lait aigre pour m'humecter la bouche. Le soir du 3e jour, une loutre sortit de l'eau pour m'apporter un saumon. Je souffrais beaucoup de la faim, mais je ne pouvais me résigner à manger du poisson cru, et les vagues rapportèrent le saumon superflu. 3 jours encore, je restai sans nourriture. L'après-midi du 3e jour, la loutre réapparut. Tenant dans sa bouche un saumon, une autre loutre apporta du petit bois, empila sur le rocher bien sec et s'ouvra dessus pour en tirer une belle flamme claire, et je rôtis le saumon pour apaiser ma faim. La loutre continua de m'apporter tous les jours un saumon, et je pus vivre ainsi 7 années. De jour en jour, le rocher s'agrandissait au point de prendre la taille que vous le voyez aujourd'hui. Au bout de 7 années, la loutre cessa de m'apporter mon poisson quotidien, et je dus jeûner pendant 3 journées. À la fin du 3e jour, on m'envoya un demi-gâteau de fines fleurs de froment avec une tranche de poisson, et ma coupe de lait aigre étant tombée de la mer, elle fut remplacée par une coupe de même taille remplie de bonne bière. C'est ainsi que s'est continuée ma vie dans la prière et la pénitence. Chaque jour, ma coupe se remplit de bière et je reçois mon gâteau de froment recouvert d'une tranche de poisson. Et sur mon rocher, ni le vent, ni la pluie, ni le chaud, ni le froid n'ont la permission de me molester. Telle fut la fin du récit que leur fit le vieil homme. Au soir de cette journée,
Chaque homme de l'équipage reçut, tout comme l'ermite, un demi-gâteau de froment et une tranche de poisson. Et ils trouvèrent à boire dans leurs gobelets autant de bonne bière qu'ils en avaient besoin pour étancher leur soif. Le lendemain matin, il leur dit « Je puis vous promettre de tous vous rentrer dans votre pays sain et sauf. Et toi, Melduin, dans une de tes escales, tu trouveras l'homme même qui égorgea ton père. Mais tu ne dois ni le tuer, ni tirer de lui une autre vengeance. Dieu t'a sauvé de nombreux dangers que tu as affrontés, et cela malgré tes grandes fautes qui t'auraient mérité la mort. Pardonne donc à ton ennemi le crime commis contre toi et les tiens. » À cette parole, il prit congé du vieillard et remirent la voile. Ils ne tardèrent pas à couvrir une île merveilleusement verdoyante et couverte de troupeaux de bœufs, de vaches et de moutons qui paissaient les vallées et les collines. Mais on ne pouvait apercevoir ni maison ni habitants. Ils purent prendre là un court repos et se nourrir de l'abondant bétail. Un jour qu'ils étaient réunis au sommet d'une colline, un gros faucon passa près d'eux, à tire-d'aile, et 2 marins qui l'avaient examiné précieusement s'écrièrent « Regardez ce faucon, pour sûr qu'il ressemble au faucon d'airain. Suivez-le des yeux » s'écria Melduin, qui avait surpris leurs paroles et remarqué l'exacte direction qu'ils prennent. Ils vinrent que l'oiseau volait droit au sud-est, sans la moindre détour ni la moindre hésitation. Ils retournèrent à bord aussitôt, et ayant levé l'ancre, naguèrent à la suite du faucon. Ils ramèrent avec énergie toute la journée et au crépuscule découvrirent une terre qui leur apparut ressembler à la terre d'Airain. En s'approchant alors, ils aperçurent que c'était une île de petite dimension. Ils ne tardèrent pas à reconnaître que c'était la même que celle qu'ils avaient vue au commencement de leur voyage et dans laquelle ils avaient entendu l'homme de la grande maison se vanter d'avoir tué le père de Melduin, et l'on se rappelle que la tempête les avait poussés devant elle, brusquement au large et dans la vaste océan. Après avoir viré et mis la proupe sur l'eau, ils s'attirèrent et s'avancèrent aussitôt vers la maison. Il se trouva jusqu'à ce même moment, ses habitants prenaient leur repas du soir et du dehors. Melduin et ses compagnons entendirent une partie de leur conversation. « Cela ne serait pas bon pour nous si nous devions nous trouver niadés avec Melduin. » « Melduin, répondit un autre, il est bien connu qu'il y a beau jour sur le grand océan, là englouti. N'en sois pas si sûr que cela, fit un troisième. Il pourrait bien se faire que l'homme même dont tu parles survienne un beau matin te tirer du sommeil. Et s'il arrive sur l'heure, demanda une autre voix. Le maître de la maison répondit maintenant à la dernière question et Melduin aussitôt reconnut sa voix. Ma réponse est facile, dit-il. Depuis des années, Melduin passe par toutes sortes d'afflictions et d'épreuves. Tout ennemi que nous ayons été, s'il frappait ce soir à ma porte, je serais le premier à lui souhaiter la bienvenue. En entendant ces paroles, Melduin frappa à huit de la maison et le gardien demanda qui arrivait si tard. C'est moi, Melduin, revenu sain et sauf de toutes mes errances sur la terre. Le chef ordonna d'ouvrir, il vint à la rencontre de Melduin et l'introduit avec tous ses compagnons dans la maison. On leur fit un joyeux accueil en leur donnant des vêtements neufs et les moyens de manger et de se reposer à leur cœur content. Et ils oublièrent leur épuisement et leur dure épreuve. Ils racontèrent à leur hôte toutes les merveilles que Dieu leur avait révélées au cours de leur long voyage. En plein accord avec la parole du sage, il dit « Se rappeler plus tard ces rudes aventures sera source de plaisir. » Après avoir pris un repos de quelques jours, Melduin et ses compagnons, la conscience en paix, revinrent dans le pays. Et Duran-Lecker ne manqua pas de prendre les 2 onces de filigrane qu'il avait découpées dans le grand filet du pilier argenté et de les déposer, suivant son vœu, sur le grand autel de l'église d'Armaghia. Voilà, c'est fini, enfin. 2 heures de lecture, presque. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été claire, précise, etc. Excusez-moi pour les peu de bâillements et tout. Voilà, je vais vous laisser. Là, ça fait
la deuxième partie, presque 1 heure. Voilà, c'est une très longue histoire que je vous ai contée. J'espère que cela vous a plu. Moi, j'étais ravie de la savoir. Je ne la connaissais pas. Je suis très heureuse de l'avoir lue pour vous, faire un partage. Voilà. Donc, eh ben moi, je vous fais... Je suis éreintée. Je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous dis, mes loulous et louloutes, bonne nuit les petits. Allez, à demain.